Alors, mesdames, messieurs, vous convenez avec moi qu'après un film aussi révélateur, on ne saurait rester sans poser de questions à la personne qui a eu à réaliser un aussi beau document, Monsieur Jean-Claude Chessial, La Nuit de Bouti. Pourquoi avoir choisi ce titre? À dire que La Nuit de Bouti, on devrait suivre une nuit de Bouti du début à la fin. Alors, oui, j'ai pris ce titre, La Nuit du Bouti, mais vous avez bien vu que c'est un film sur l'Iboga. Or, l'Iboga vient avant tout de la tradition bouddhiste. C'est la tradition bouddhiste qui a révélé l'Iboga, et il se trouve que la tradition bouddhiste fonctionne en général la nuit. Donc, l'Iboga vient de la nuit, et les bouddhistes ont sorti l'Iboga de la nuit, d'où le titre La Nuit du Bouti. Alors tout de suite, Monsieur Akemeri Benga, parce que tout à l'heure, nous allons discuter des Libogra sur le plan spirituel, mais à ce qui semble, une certaine partie des Gabonais se pose la question par rapport au choix des branches. Est-ce que vos frères du Sud sont d'accord avec vous par rapport à ce que nous venons de visionner? Ah non, mais bon, ils ne se livrent pas de la même manière à ces pratiques-là. Ils ont leur pratique, ont leur façon de faire. Puisque d'habitude, dans le Bouti, on voit ces gens-là qui sont torse nu, habillés de raffia, c'est un chapeau, et qui tournent autour d'un feu, etc., etc. Et d'autres qui plantent des boutures de bananiers qui grandissent, etc. Bon, pour les téléspectateurs, les Gabonais en général, pour eux, c'est ça le Bouti. Non, c'est pas ça uniquement le Bouti. Ils ont leur façon de faire là-bas, puisque la tradition boutiste a un nombre considérable de branches, comme la religion chrétienne. On a la branche catholique, la branche protestante, la branche copte, la branche orthodoxe, et puis un nombre considérable de sectes. Et alors c'est comme ça aussi dans le Bouti, il y a des branches. Donc chaque branche a sa façon de pratiquer. Mais nous avons un dénominateur commun qui est le bois sacré, et ensuite le but à atteindre les plans spirituels. On en reviendra là-dessus. Bon, Monsieur Chessial, les conditions de tournage, comme vous avez quand même percé un mystère, parce que c'est rare de voir quand même sur les télévisions des initiateurs qui donnent quand même du bois sacré aux initiés. Comment vous avez fait pour percer le mystère? Ben, d'abord, il y a eu une question de temps. J'ai mis 4 à 5 années, si vous voulez, à venir régulièrement ici, à rencontrer les différents grands maîtres et les nimas des différentes obédiences. D'ailleurs, j'ai commencé par rencontrer les Mitsoko, les Gangas à Misoko, j'ai rencontré ensuite les Fans, et il se trouve que mon chemin et celui de Attendri Benga et du Bouti Benga se sont rencontrés à un moment donné où le Bouti Benga a compris qu'il fallait expatrier, exporter, si vous voulez, la tradition bouddhiste. Et moi, je suis arrivé à peu près à ce moment-là, donc on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble, mais je crois que l'important, en dehors des conditions de tournage, c'est une question de confiance, quoi. À partir du moment où on se dit, bon, on va accepter comme blanc, bon, c'est vrai qu'en tant que blanc, en plus, c'était pas évident, on va accepter comme blanc, on vient de mettre ses caméras, et après, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Bon, aujourd'hui, je pense qu'ils ont la réponse. La principale difficulté était laquelle? La principale difficulté, c'était d'essayer de ne pas gêner tous les rituels, d'autant plus qu'on ne pouvait pas arrêter la caméra ou arrêter le rituel plutôt pour demander de refaire une prise. Donc automatiquement, il a fallu faire beaucoup de repérage de façon à ce que les opérateurs puissent prendre les scènes très très importantes sans gêner le déroulement des manifestations rituelles. Alors, pour moi, c'est beaucoup plus un grand reportage avec en toile de fond un certain nombre d'informations sur ce qui se passe en Occident, avec bien entendu les propriétés et vertus des Liboga. Mais les Gabonais restent un peu sur leur faim, ils ne savent pas si c'est à partir des racines, de l'écorce, des feuilles que l'on réussit à fabriquer les bouillies. Alors là, vous avez juste à votre droite un spécialiste qui va se faire ressortir de répondre à la question. Oui, je voudrais tout simplement vous dire que là, je parle sur le plan chimique, pharmacologique et thérapeutique. C'est-à-dire ce qu'on utilise dans l'iboga, ce sont les racines dont on extrait l'ibogaïne, qui est le principe actif majeur des écorces d'iboga, des racines d'iboga. Mais je peux ajouter que dans ces racines d'iboga,
on a découvert à ce jour plus de 15 constituants. On va en parler tout à l'heure, professeur. Voilà. Donc, pour moi, le principe est la substance qui est le support de l'activité du l'iboga, que ce soit sur le plan spirituel comme sur le plan thérapeutique, c'est ce principe actif. Parce que si vous ne mangez pas la racine, vous n'aurez pas ces effets que l'on observe après avoir fait la manducation de l'iboga. Alors, quelle est la forme thérapeutique de l'iboga? C'est-à-dire, ça se présente en gelule, en injection? Oui, enfin, la forme en thérapeutique telle qu'elle a été utilisée par le monsieur Lortzov. Bon, Lortzov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'iboga. J'ai pas pensé à mener ici un flacon où j'ai l'iboga que j'ai extrait moi-même, cristallisé l'ibogaïne. Lortzov, lui, il a pu avoir l'ibogaïne cristallisée et faire des gelules qui sont dosées à 500 mg. Et c'est à partir de ces 500 mg qu'il donne, qu'il fait son traitement, dont le nom d'ailleurs, et vous savez que les Américains, c'est des gens très, 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 très pragmatiques, s'appelle end abuse, c'est-à-dire que c'est la fin de la toxicomanie. End, fin, abuse, toxicomanie. Donc, il a déjà mis sur le marché, pas sur le marché, il a déjà un brevet pour l'utilisation de ce produit end abuse pour traiter les toxicomanies à l'héroïne, les toxicomanies à la cocaïne et aux amphétamines, et même à l'alcool. Alors là, justement, ça pourrait intéresser mon neveu là, Luma, ça pourrait l'intéresser dans le travail qu'il fait. Et je crois que nous avons un travail immense à faire sur l'ibogaïne. Alors, quelle est la différence entre le produit que vous venez de citer et l'ibogaïne HCI? Est-ce que c'est le même produit? Non, end abuse, c'est le nom de la dénomination commerciale qui va lancer dans le marché. Mais end abuse, c'est uniquement l'alcaloïde, c'est-à-dire l'ibogaïne sous forme de chlorhydrate. Et c'est ça que l'on donne au dosage de 500 mg ou 1 gramme. Et lorsqu'on donne 500 mg de l'ibogaïne sous forme de chlorhydrate, le patient, au bout de 3 ou 4 jours, quand il sort de l'état de torpeur, parce qu'il y a aussi des effets comme initié. C'est ça où il y a Il peut y avoir un voyage. Mais il y a le voyage, justement. Et c'est pourquoi le traitement se fait sous surveillance médicale. Alors, monsieur Chessial, vous parlez de l'iboga sans connaître l'iboga, c'est qui ça? Sans connaître l'iboga. Je veux dire par là que je ne suis pas initié, c'est ça que vous voulez dire? Et ça, c'est important comme question. Et la réponse est la suivante. Je ne peux pas faire un film comme ça en étant initié, adepte. Surtout, ce film, pour moi, il est sur plusieurs niveaux, aussi bien sur le plan spirituel, c'est-à-dire je traite d'un plan spirituel, que sur un plan pragmatique de la médecine. Donc, je suis avant tout ici cinéaste, donc témoin. Vous avez peur des particules? Non, je suis témoin, c'est un témoin, et remarquez-le dans le film, j'ai pris parti. Il n'y a rien de négatif dans ce film sur l'iboga, donc c'est déjà un parti pris que j'ai pris. Je suis convaincu que l'iboga a, et comme le docteur Gassita va le dire, est la révélation du début du 3e millénaire. Ça, j'en suis sûr. Donc, mon témoignage est subjectif, mais il est important, pour moi, il était important de n'être pas adepte, de ne pas être trop dedans pour avoir assez de recul pour pouvoir à la fois parler de la spiritualité et de la toxicomanie et de la médecine. Alors, professeur Gassita, au-delà de la propriété, disons, les propriétés révélées par le film, les vertus révélées par le film, est-ce que l'iboga a d'autres vertus thérapeutiquement, disons, thérapeutiques et scientifiquement parlant? Ah, mais bien sûr, lorsque l'iboga a été étudié, c'est parti de constatation. Toujours, on parle de constatation traditionnelle. Lorsque De Brazza est venu au Gabon, a traversé le Gabon pour aller vers le Congo, il a utilisé des porteurs. Voilà ce que dit l'histoire de l'iboga. Il a utilisé des porteurs qui mangeaient des racines d'iboga qui leur donnaient une endurance. C'est-à-dire ces porteurs pouvaient aller d'ici, par exemple, à Kango à pied, sans éprouver ni fatigue,
ni faim, ni soif. Et arrivé au terme d'une journée de marche, il pouvait encore le soir danser et le lendemain matin dormir, le lendemain matin se réveiller et repartir. Évidemment, le lendemain matin, il reprenait encore, il mangeait un peu. C'était du dopage. Enfin, on peut dire que c'était un dopant et c'est là que les gens se sont rendus compte que c'était un tonique neuromusculaire. Donc, tonique neuromusculaire, ça donne la tonicité. Si vous êtes fatigué, vous sortez d'une grippe, vous pouvez manger le bouga, ça vous redonnera la force. Si vous manquez d'appétit, vous mangez du bouga, ça vous redonnera l'appétit. Voilà tout ce qui a été fait. Et là, il y a des travaux qui ont été faits. Le docteur Lambert, le docteur Klaus-Meny, tout ça, de 1901, à l'époque où l'alcaloïde ibogaïne a été isolé par Landry Ndibouski, deux chercheurs français. Jusqu'à nos jours, on n'a pas cessé de trouver des chercheurs, d'identifier justement les actions pharmacologiques de cette plante. Mais vous savez, avec la nouvelle technique beaucoup plus fine de pharmacologie, de biologie moléculaire, bientôt on trouvera encore d'autres applications de l'ibogaïne. D'ores et déjà, on pense même que pour les sportifs, ça peut être un dopant. Et là, si ça devient un dopant, de nouveau, on va le mettre à l'écart parce que maintenant, ça deviendra oui, ça dit que c'est pas nocif, mais un sportif qui veut avoir faire des performances pendant l'iboga, mais d'ores et déjà, soyez sûr que si un sportif prend l'iboga, on pourra détecter l'ibogaïne dans ses urines parce que nous, les pharmacologistes, on sait comment détecter l'ibogaïne dans les urines. Docteur Louma, l'iboga, comme on l'appelle généralement dans nos cultures, l'ibora, antidrogue, drogue antidrogue, c'est quand même révélateur. C'est exact parce que... En tant que président du mouvement national de la lutte contre la... Voilà. Oui. Non, c'est vrai que c'est, comme on le dit, que l'iboga est une plante magique. Et ceci à cause de ses multiples propriétés. Et comme l'a si bien dit le professeur Gassita. Alors, je pense qu'il y a un aspect qu'il faudra souligner, c'est que plante antidrogue, oui, mais il ne faut pas aussi occulter le fait que l'iboga soit, selon les études que nous avons eu à parcourir, une plante hallucinogène et que consommer à forte dose, les conséquences sont nocives, dangereuses et on peut en mourir. Et je crois qu'on sait qu'il est arrivé des décès à la suite de séances de bruiti parce que les personnes ont eu à consommer de l'iboga de façon massive. Donc il fallait souligner cela. Donc, je crois qu'il faut faire attention, même si c'est une plante qui a des effets bénéfiques, mais l'abus peut occasionner des dégâts. Alors, je voudrais justement ajouter, dire une chose ici. L'iboga, c'est un hallucinogène. Mais ce qu'il faut préciser, que quand il y a des décès au cours d'initiation, c'est parce que les gens qui initient ne maîtrisent pas les doses qu'il faut donner à leur postulant à l'initiation. Est-ce que c'est le point de vue de M. Artemeri? Laissez-moi continuer. Et je peux dire ensuite que quand les gens vont être initiés, quelqu'un peut être porteur d'une tare, il peut avoir un foie qui fonctionne mal, il peut avoir un rein qui fonctionne mal, et la dose normale que prend un initié normalement, il ne pourra pas la supporter, et ça peut l'emporter. Et c'est pourquoi l'étude qui a été faite aux États-Unis disent que la toxicité générale de l'ibogaïne est moindre par rapport à la toxicité de l'aspirine. Or, l'aspirine, c'est le médicament qui est le plus utilisé dans le monde. Il y a 20 000 tonnes d'aspirine qu'on utilise par an aux États-Unis seulement. Vous voyez? Et pourtant, ici, si on dit que l'aspirine, c'est une drogue qui est dangereuse, on dit, ben non, l'aspirine, c'est le mot de tête. Et pourtant, sa toxicité est beaucoup plus importante que celle de l'ibogaïne. Mais ce qu'il faut, c'est de pouvoir l'utiliser à dose bien étudiée. Et je crois que les excellents initiateurs, et ça, je suis... Vous êtes un initié ou non, je ne suis pas initié. Je ne fais pas l'apologie des initiateurs. Vous utilisez des qualificatifs. Oui, il y a des gens qui savent initier et qui maîtrisent les doses. Parce que maintenant, il y a une profusion d'initiateurs. Vous le voyez dans tous les coins de rue maintenant. Et c'est ça, parce que là aussi, il y a le côté mercantile de la chose.
Il y a des gens qui s'enrichissent avec l'iboga parce que quelqu'un vient ici. Moi, j'ai le souvenir d'une dame qui est venue ici et voulait se faire initier, Madame Evelyne Sarah Mercier, qui a fait d'ailleurs un bouquin remarquable sur la mort transfigurée. Le voyage interdit. Et le voyage, justement, cette femme est venue ici, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, et elle est venue à un moment tragique où, peu de temps après, l'homme qui me l'a présenté est mort, le docteur Fred Mungengi. Et permettez-moi, justement, à l'occasion de cette émission que nous faisons, de rendre un hommage à ce docteur gabonais qui était psychiatre et qui a beaucoup travaillé sur la psychopharmacologie de l'iboga. Et justement, cette femme est venue ici, elle a été vite initiée. Maintenant, je pense qu'elle elle est repartie, mais j'aurais bien voulu avoir les témoignages, justement, de son initiation qui a été plus ou moins rapide. Une réaction Oui, docteur, oui, parce que je crois que le professeur Gassita pose là le problème important des deux médecines, la médecine occidentale et la médecine traditionnelle. Je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faille intégrer la médecine traditionnelle à notre système de soins, parce qu'aujourd'hui, avec le problème économique, il ne faudrait pas exclure cette médecine-là. Mais le problème de la médecine traditionnelle, c'est effectivement la question des doses, la question des doses, de la parce qu'on propriété. n'est pas, Voilà. Et quand on voit souvent comment se passe cette médecine-là, en général, c'est au pif. Et comme il a dit aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour se faire des sous. Et je crois qu'il faudra mettre au point un système d'intégration des tradipraticiens pour qu'ils soient plus utiles et sans mettre en danger les vies humaines. Mais je pense que, en ce qui concerne les tradipraticiens, le débat, il y a un faux débat. On dit que les tradipraticiens, question de dose. Écoutez, moi, je suis allé à plusieurs congrès, symposiums sur la médecine traditionnelle. Oui, il n'y a pas de dose de tout ça. Mais écoutez, la question de dose, c'est une notion relative. Il y a des médecins, quand on vous dit, il faut prendre combien d'aspirines, on peut prendre 1 à 6. Mais ce n'est pas des doses précises. Parce qu'il y a le problème, moi, qui suis gros, si je prends un comprimé d'aspirine, il n'aura pas d'effet sur moi. Mais si je prends 2 ou 3, ça aura d'effet. Mais un autre qui est plus maigre que moi, s'il prend 2 ou 3, il aura déjà des problèmes. Hein. Et c'est ça. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de dire que la médecine traditionnelle, il n'y a pas de dose. Si, c'est vrai, quand elle est pratiquée par des gens qui ne maîtrisent pas leur art, tout comme dans la médecine moderne, il y a des médecins qui ne savent pas leur art et qui sont même des charlatans, excusez-moi de le dire ici sur ce plateau, parce que qui bluffent même le malade, un type a une petite angine, il lui fait croire qu'il a guéri d'un cancer. Non. Alors, docteur Louma, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine inquiétude quant au suivi et par rapport à ce qu'on a suivi dans le film, inquiétude par rapport au fait que si les bougaïnes arrêtent la dépendance à la consommation de la cocaïne et disons de la drogue en un mot, est-ce que vous ne voyez pas que si on se limitait seulement à l'ibogaïne, le patient a des possibilités de rechuter? Non, c'est que si c'est la bataille des scientifiques à l'heure actuelle. Il faut arriver à trouver des thérapeutiques qui puissent faire en sorte que les drogués soient sévrés. Mais alors, le problème de la drogue, c'est que c'est d'abord une maladie sociale. C'est qu'en réalité, on peut trouver tous les remèdes, mais si l'environnement n'est pas assaini, si l'offre est là, la demande étant là aussi, et puis bon, les conditions matérielles souvent, les causes qu'il faut que les personnes se droguent ne sont pas résolues, mais il y aura tous des drogués. Mais je pense que c'est une avancée significative de la science que de trouver des remèdes qui puissent effectivement aider à soigner les personnes qui sont dépendantes d'une drogue. Et justement, ça, je me permets de reprendre la parole, s'agissant de Professeur. ces médicaments qu'on utilise pour sévrer les toxicomanes. Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui est utilisé? Parce qu'il y a à peine, au mois d'avril, le 23 avril dernier, je suis allé à un grand congrès à Paris où justement il s'agissait de mettre au point les méthodes pour lutter contre les risques des usagers de la drogue. Et qu'est-ce qu'il y a actuellement en pratique? On utilise une substance toxicomagène connue qui s'appelle la méthadone.
pour traiter les toxicomanes à l'héroïne. Voilà. Cette méthadone, Est-ce que ça marche? les gens disent que ça marche. Ben, je vais vous dire une chose. On part d'une toxicomanie dure, débilitante, Une autre. on la substitue à une toxicomanie qui est douce et qui fait que c'est le thérapeute qui donne au malade. Donc, le malade est l'objet Reste du encore thérapeute, dépendant. dépendant du thérapeute Oui. et dépendant. Tu vois. Parce que ceux qui se soignent à la méthadone, ils sont obligés de la prendre tout le temps. Parce que s'ils arrêtent, ils ont aussi le phénomène de manque dû à la méthadone parce que c'est une substance toxiconogène. Et c'est là que je suis d'accord avec M. Atomo, l'ibogaïne n'engendre pas ce besoin, cette pharmacodépendance, c'est-à-dire dépendance psychique et physique. Moi, j'ai interrogé tous les initiateurs de l'outil ici, soit M. Atomo, M. Angoué, René. Les initiateurs eux-mêmes ne prennent pas l'iboga tous les jours. Ils ne prennent que quand ils font les cérémonies. C'est ça, c'est ce que je voulais dire aux gens, que quand on dit « Oh, l'iboga, c'est une toxicomanie, c'est une drogue », non. Parce que le mot de drogue, d'ailleurs, il est galvaudé. Dans le film, vous avez révélé que vous avez pris l'iboga en 53. Oui. Bon, vous qui avez quand même rencontré les chercheurs américains, français, est-ce qu'ils n'ont pas quand même dégagé quelques inquiétudes par rapport au suivi après, bien entendu Voilà, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fin de compte, l'iboga ne guérit pas la toxicomanie. L'iboga, c'est un espace libre qui permet en 3 prises, ça c'est important, 3 prises, à un malade d'être désintoxiqué, c'est-à-dire de ne plus avoir de problème de dépendance. Mais est-ce que pour cela, il est guéri de la drogue? Ça, c'est encore autre chose. Parce que la guérison de la drogue, elle est psychologique. Donc, il faut à tout prix un suivi psychologique. Ça veut dire que tous les malades, tous les toxicomanes aux États-Unis qui choisissent l'ibogaïne ont automatiquement un suivi psychologique de façon à ce qu'on comprenne, une fois qu'ils n'ont plus la dépendance de la drogue, pourquoi ils en sont arrivés à se droguer. Monsieur Atomo Ribenga, lorsqu'on tient compte de la mysticité du bois sacré, est-ce qu'on peut dire sans risque de nous tromper ou croire que les scientifiques sont réellement rentrés en contact avec toutes les propriétés de l'Ibora, qu'on appelle encore Ibora? Mais on ne peut pas le dire, puisque ils s'occupent des propriétés qui guérissent le corps physique, les vertus qui guérissent le corps physique. Nous, les initiateurs, nous nous occupons des propriétés qui s'occupent des facultés psychiques, des facultés spirituelles, du domaine spirituel. Vous voyez, quelqu'un peut être en bonne santé de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais arrivé à la mort, le corps mourra quand même. Hein? C'est la fin. Mais nous, on s'occupe de l'esprit qui est dans le domaine de l'éternité. Ça, l'esprit ne meurt pas. Hein? L'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi vous êtes d'accord avec Chessial quand il dit que l'iboga permet à l'homme de rentrer en contact avec les plans les plus subtils. C'est d'ailleurs vous qui le dites. C'est moi qui le dis, oui. Ouais. C'est moi qui le dis, oui. Je suis d'accord avec lui. Et puis, bon, Vous êtes d'accord avec vous-même dans ce le cas. frère venait de dire quelque chose tout à l'heure. Il dit que l'iboga, c'est une plante hallucinogène, mais c'est pas mon avis. C'est pas une plante hallucinogène. Parce que l'hallucination est une apparence de réalité, mais qui ne l'est pas. Mais dans l'iboga, depuis que l'iboga existe au Gabon, qu'on le consomme au Gabon, sur le plan initiatique et mystico-spirituel, tout ce qu'on part vérifier sur le plan spirituel, hein, lors des initiations, quand on revient, on vérifie aussi sur le plan matériel et on trouve que c'est exact. Tout cela est exact. Je suis quand même un Dans peu ce cas, on ne peut pas parler d'hallucination. Je suis quand même un peu surpris quand vous êtes d'accord avec M. Jean-Claude Chessial ici présent, quand il parle de drogue anti-drogue. Il commence par la drogue et ensuite il parle d'anti-drogue. Vous êtes d'accord avec lui à partir de Ce sont quand? eux qui utilisent ce mot drogue dans ces conditions-là. C'est sur le plan médical. Sur le plan médical. Alors quand vous dites drogue, anti-drogue, et que M. Atomo refuse que l'iboga n'est pas une drogue, alors il y a comme... Mais quand on définit la drogue, Non, j'ai tenté de répondre. En fin de compte, il y avait un article de journaux qui s'appelait Science et Avenir et qui a publié, c'est un des premiers articles pour le grand public, qui a publié il y a 3 ans un article qui s'appelait L'iboga, drogue anti-drogue. Donc, si vous voulez, drogue anti-drogue, c'est un titre de journaliste, quoi. Oui. Hein, donc, qui de toute façon a un petit peu attiré l'attention du public sur, en fin de compte, quelque chose d'une drogue qui pourrait être anti-drogue.
mais enfin, ce n'est qu'un travail de journaliste, quoi. Voilà, on l'a vu tout à l'heure là dans le film. Et je l'ai expliqué dans le film, c'est-à-dire en disant que quand on parle de drogue, on parle d'une substance qui vous rend dépendant. Hein? C'est-à-dire que tant que vous ne la prenez pas, vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous voulez l'envie inassouvie d'en prendre. Et puis sa grande capacité de dégénérescence et de destruction du corps physique. Or, au Gabon, nous avons des gens qui ont pris l'Iboga, qui ont commencé à prendre l'Iboga depuis l'âge de 7 ans et qui ont dépassé la centaine. Et Ils qui sont n'ont jamais toujours fait. en bonne santé, ils n'ont jamais eu de problème de santé. Est-ce que à ce moment-là, on peut parler de drogue? Moi, je ne sais pas le nombre de fois que j'ai pris l'Iboga, je n'ai jamais eu envie de le prendre comme ça, par hasard, comme ça. Non. Ce n'est que lors des initiations ou bien lors des cérémonies que je peux le prendre, ou bien quand je médite, quand je voudrais prendre spécialement contact avec les plans spirituels, je prends le bois Les sacré. plus subtils, là, surtout. Les plus subtils, si vous voulez. Ah oui, puisque les plus élevés. Ouais. Hein? Ouais. Madame c'est Non comme ça. Francine, vous êtes initiée et vous initiez à ce qui semble aujourd'hui dans les temples par rapport, nous sommes là sur le plan spirituel, monsieur social, à ce qui semble dans les temples aujourd'hui, il y a possibilité de voyage astral sans utiliser Ibo. Oui, c'est possible. Bon, avant de vous répondre, je voudrais vous dire ceci. Dans le livre de la sagesse de Salomon, Salomon dit, c'est Dieu qui m'a donné la connaissance de toutes choses, les solstices des temps et les changements des saisons, les vertus des plantes et leurs racines. Pourquoi? C'est pour pouvoir mener l'homme à comprendre la différence qui existe entre le corps et l'esprit, le corps ayant ses lois, l'esprit ayant aussi Les siens. ses lois. Alors, donc, quand dans les temples initiatiques, on trouve les domaines où on ne peut pas, en dehors de l'Iboga, on peut s'initier et accéder au plan de nature purement éthérique et subtil, comme vous l'avez dit, pur. Alors, c'est très probable. Exemple, dans le domaine du Mbumbayano, vous n'avez pas besoin d'Iboga. On vous met... Mais oui, tout ça, c'est le bouti. Le bouti englobe tout. Maintenant, il y a des ramifications. Voilà. Mais l'Iboga apparaît dans tout ça comme une sorte de propédeutique. C'est-à-dire que l'élément sans lequel, vraiment, dans certaines voies d'initiation, vous ne pouvez rien faire si vous ne passez pas par l'Iboga. Or, dans le domaine du Mbumbayano, là où vous êtes vraiment en relation avec avec le Dieu suprême, vous n'avez pas besoin d'Iboga. Mais il y a des voies où vous avez aussi besoin de l'Iboga. Vraiment, vraiment besoin. Quelle explication littéraire donnez-vous à l'Iboga? Je sais que vous êtes fan, on appelle ça souvent Ebora. Mais l'étymologie, qu'est-ce que ça peut dire chez les Pounou, à Tomari Benga? L'Iboga, j'ai l'impression que l'Iboga a connu une déformation linguistique. Bon, maintenant, déjà, c'est une tradition orale. On ne sait pas, moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ça tellement. Mais on m'aurait dit que l'Iboga s'appelait avant Aboua. Et Aboua, avec la déformation linguistique, puisqu'elle a connu beaucoup de chemins, on est arrivé à dire Iboga. Mais en prenant même Iboga, Iboga veut dire quoi? C'est-à-dire que arriver à situer quelque chose, mettre quelque chose en place et en phase, physiquement et spirituellement. Mettre quelqu'un, quand on me dit, je me permets de parler pas enfant, la vraie bois, c'est-à-dire que reste en place, c'est-à-dire avec toutes vos facultés psychiques, physiques, physiologiques et tout, vous êtes là, vous êtes un homme complet. Monsieur Atomari Benga, est-ce que les explications de Madame Non ont un lien avec ce que vous dites dans le film par rapport aux deux enfants de Dieu, l'un qui a laissé le bouquin sur la pluie, qui s'est détruit? Est-ce que, pour la petite histoire, est-ce que l'Iboga serait venu pallier justement Exact. Et oui, le père a révélé et la même voix, une seule voix, aux deux. Hein, le livre. Nos frères les Blancs, ils utilisent le livre, la Kabbale, etc., dans les livres. Bon, maintenant, le grand frère, qui était l'homme noir, a perdu son livre. Il a perdu son livre et il est retourné chez son père, exposer son problème. Et le père, qui était un grand savant,
L'Opel qui était un grand savant, un grand thaumaturge, comme on peut dire, Bien sûr. alors qu'il avait beaucoup de connaissances, eh bien, on peut même dire que ces deux voies de connaissances existaient déjà, mais il ne voulait pas que l'une soit inconnue. C'est ce qu'on peut dire. Mhm. Donc, le frère aîné a perdu sa voix. Est-ce que, Et maintenant, le père lui a révélé une autre voie. Par la plante, oui. Une autre voie de connaissance. est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Claude Chessial qui dit dans ce document que lors des initiations, le mental est paralysé, le cœur fonctionne au ralenti? C'est quand même un peu inquiétant, ça fait peur. C'est pas inquiétant. Vous voyez, quand on vous donne je l'ai toujours expliqué. Vous absorbez le bois sacré, il fait fonctionner les facultés psychiques. C'est ce fonctionnement. Qui sont au nombre de combien? 12 en général, 12, 7 majeurs et 5 mineurs. Alors donc, ces facultés fonctionnent d'une manière harmonieuse. C'est ce fonctionnement-là qui plonge l'être humain, le corps physique dans un état léthargique, dans une certaine torpeur, pour laisser l'esprit s'envoler, aller sur les plans subtils. C'est ça. Donc, s'il dit ça, ça peut être, je peux l'accepter parce que là, le corps physique, il est assoupi. Il est dans un assoupissement à peu près complet, comparable au sommeil, à l'état de sommeil. Alors, professeur Ngacita, ça voudrait dire que si je prends une dose exagérée, je peux facilement procéder au voyage mystique. Non, écoutez, moi, je voudrais expliquer de façon... parce que les drogues agissent par les principes actifs, c'est-à-dire les plantes. Les plantes, chaque plante contient des principes actifs. Et dans le cas de l'iboga, il y a deux principes actifs majeurs qui sont l'ibogaïne et la tabernantine. L'ibogaïne est le principe majeur. Bon, que se passe-t-il quand quelqu'un prend l'ibogaïne? Il y a d'abord un phénomène d'excitation. Après, À quoi? d'excitation, parce qu'il s'agit sur On s'agite. Non, mais ça dit qu'on est en état d'éveil de tonicité. Et au fur et à mesure, parce que les médicaments, quand ils rentrent dans l'organisme, ils ne sont pas tout de suite métabolisés, parce qu'il y a un métabolisme. Un médicament ne peut pas rentrer dans un corps sans qu'il soit métabolisé. Ça, tout ce qui a été fait, ce qui a été dit, les manuels de pharmacologie le disent. Il est métabolisé. Et quand il est métabolisé, il y a des phénomènes qui se passent dans l'organisme. Des oxydations, ça c'est des grands mots, oxydation, méthylation, sulfoconjugation, et tout ça. Et quand l'ibogaïne entre dans le corps d'un individu, il est métabolisé pour fabriquer d'autres principes qu'on appelle des métabolites. C'est-à-dire que le corps, c'est une machine. Il y a des enzymes, il y a des hormones, et justement, il y a des amines biogènes qui sont la sérotonine, l'adrénaline. C'est ça où l'iboga va à des actions sur ces amines-là. Et c'est pourquoi il y a des phénomènes qui se produisent parce que justement, il y a des fonctions qui sont touchées. Et il arrive à un moment donné où la personne tombe dans un état d'ébriété. Mais si les doses sont trop fortes, il peut aller dans le coma avec arrêt respiratoire. C'est ça. Ça a été prouvé parce que quand on fait des expériences, on les fait sur des animaux. Et à partir des animaux, on observe et on extrapole après sur les humains. Alors, moi, je n'ai pas été à une initiation du Boutir pour voir dès le départ où on donne les iboga aux malades et voir jusqu'à quel état ils tombent. Et c'est pourquoi je dis que quoi qu'il arrive, mais tout le monde dit qu'il n'y a pas hallucination. Moi, je dis qu'il y a quand même hallucination. Parce qu'à un certain moment, même les sections initiées disent qu'ils ont eu des visions colorées. Et il y a ce qu'on appelle les synesthésies, c'est-à-dire le retour, on revoit des réminiscences, des souvenirs qui ont été oubliés, on revoit des parents qui sont morts. Mais c'est parce que, justement, la substance qui est entrée dans l'organisme a créé... Non, mais justement, ça, monsieur Altomo, vous ne pouvez pas rire. Moi, je vous donnerai des bouquins pour lire, vous verrez. C'est des gens qui ont travaillé. Et ça, ça a été expliqué de façon... Non, attendez, je vous donne la parole, monsieur. Et c'est pourquoi je dis... Il vous reste une minute, tu vois. Des actions hallucinogènes. Mais les hallucinations, c'est ce qu'on appelle transitoire. Au moment où le produit est métabolisé, l'effet s'en va. Évidemment, quand vous prenez l'aspirine, elle agit. Et puis après, une fois qu'elle a fait son effet,
au bout d'un certain temps, les faits s'estompent. On va donner la possibilité à M. Antomo, puisqu'il nous reste Oui, à peu près mais 8 minutes de rien. je dis que le frère, il dit peut-être quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté normalement. Il y a la lumière divine, la lumière spirituelle. Ces lumières-là, vous pouvez les voir Vous prenez rendez-vous, avec professeur? l'œil spirituel, Vous prenez pas rendez-vous? avec les yeux physiques. D'autre part, si vous prenez contact avec ce que vous pouvez appeler les ancêtres, c'est-à-dire vos parents, comme il vient de le dire, mais c'est pas une hallucination. C'est pas une hallucination. C'est une réalité spirituelle, puisqu'ils existent réellement. C'est fort possible que vous preniez contact avec eux. La raison en est qu'ils peuvent vous donner des informations que vous pouvez venir vérifier au niveau terrestre. Vous venez les vérifier et vous allez trouver que c'est exact. Bon, vous allez donner ça à qui alors? Hein? Docteur Ouma, Oui. je crois que les Bougaïnes peuvent vous aider dans la lutte de votre mouvement. Absolument, parce que nous luttons contre la toxicomanie. Et donc, si l'ibogaïne est une avancée scientifique, il n'y a pas de doute que nous ne ferons que nous réjouir. Mais je vous dire aussi que je suis totalement d'accord avec ce que le professeur Gassita a dit, c'est-à-dire que l'ibogaïne agit sur le système nerveux. Et donc, il y a une excitation. Et ces voyages que l'on prétend voir au travers, c'est pas la nuit des temps, je crois que ce n'est que l'effet de l'ibogaïne, qui est une plante hallucinogène. Mais, bon, maintenant, il y a deux conceptions là. Pas se chicaner. Il y a une conception métaphysique qui consiste à dire, bon, c'est la conception divine. Et il y a aussi, donc, la science. Et quand on a fait des travaux en laboratoire, il est démontré que l'iboga est une plante hallucinogène. Bon, donc, il faut choisir, simplement. Une dernière réaction, celle de Madame, non, Francine? Je pense que presque tout a été dit. Je voulais poser une question d'éthique. Dire que notre pays, le Gabon, c'est quand même le seul pays où on emploie l'iboga de façon vraiment véritable. C'est parce que le Gabon jouit d'une pharmacie naturelle, hein, et qu'il a des ressources du sol et du sous-sol. Je voudrais en appeler à la conscience, oui, de tout un Gabonais, de pouvoir, de ne plus jeter l'opprobre sur l'iboga, de ne plus jeter l'anathème sur l'iboga à partir du film que nous avons vu ce soir. Et c'est vraiment de pouvoir décongestionner la confusion qui existe dans nos esprits. Parce que dans l'acte constitutif de l'UNESCO, il est dit les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Qu'on essaye d'enlever nos préjugés et voir ce qu'il y a de valeureux dans notre culture et vraiment pouvoir revaloriser ce patrimoine, car c'est très important pour notre pays, le Gabon, qui peut être le carrefour des civilisations seulement à cause de l'iboga. À ce qui semble, le professeur est d'accord avec Madame Non. Ah, ben là, Très rapidement, je suis entièrement d'accord avec elle. l'iboga pousse ailleurs en dehors. L'iboga est une plante endémique au Gabon. C'est-à-dire l'holotype, c'est-à-dire l'iboga est une plante typiquement gabonaise, mais qui maintenant peut-être est plantée au Cameroun, Le sud Cameroun, en Guinée en Guinée équatoriale, et ça a été introduit au jardin botanique d'Abidjan. Vous voyez? Mais parce qu'il y a des plantes introduites, vous avez ici plein de plantes qui ne sont pas originaires du Gabon, qu'on a fait introduire aussi, les pommes citerres, vous savez, les jacquiers et tout ça. Ça a été introduit. Mais le type, c'est-à-dire l'espèce type, hein, est gabonaise, c'est l'iboga. Mais pour en revenir à ce qu'a dit Francine, je suis entièrement d'accord avec elle et c'est pourquoi j'écris haut et fort que l'iboga, c'est la plante du 3e millénaire parce qu'elle apportera beaucoup de choses au moment où le monde entier se bat contre la drogue. Si l'iboga peut devenir cette plante, ce produit qui va diminuer la toxicomanie dans le monde, eh bien, on peut se réjouir dès à présent. Et je demande justement, je m'adresse maintenant au gouvernement et aux députés, aux sénateurs, pour qu'ils soient derrière nous pour le combat de la toxicomanie. Ce sera la grande gloire du Gabon, qui soit le pays qui défend la toxicomanie. Et je vais dire un dernier mot. Ce mot a été prononcé par le docteur M. Lostov l'année dernière, quand je suis allé le voir au congrès qui s'est passé à Amsterdam. Il m'a rappelé que lorsqu'il a été reçu par le président Bongo ici, et j'étais témoin,
le président Bongo a dit à M. Le Sort, si Liboga peut soigner les toxobanis, alors Liboga, ce sera le don du Gabon au monde. Merci, professeur. Merci, Madame Non. Merci, Monsieur Atumerik Benga, Pakanuma Vengo. Merci, Jean-Claude Chessial. Merci, Docteur Louma. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette table ronde. Retenez qu'au-delà de ces propriétés susceptibles d'arrêter la dépendance aux stupéfiants, et selon les chercheurs américains, l'iboga pourrait éventuellement contribuer à aider le traitement du sida. Comme le dit le film à la fin, l'iboga serait-il la grande révélation de la fin de ce siècle? Bonne soirée à tous, au revoir.